Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le jeudi 30 juin. Voici les titres du jour. Ce jeudi marquait le début des épreuves écrites du brevet, le premier examen important et cette année passé par plus de 12 000 collégiens. Reportage dans un instant. Clap de fin après 10 mois de marathon judiciaire, le procès des sanglants attentats du 13 novembre 2015 est clos. Un soulagement pour les familles de Marie et Mathias. Nous y reviendrons avec notre journaliste Valentin Piovesan. Où sont passés les maîtres nageurs sauveteurs? Il en manquerait près de 2000 sur l'ensemble de l'Hexagone. Une pénurie aux lourdes conséquences, vous le verrez ce soir dans Moselle Info. La météo, comme aujourd'hui, le ciel sera partagé demain entre nuages et éclaircies. Les températures, elles diminuent, comptez 12 degrés en matinée et 22 l'après-midi. Et puis l'invité du jour est Laurent Mayer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur de CryptoStone, une plateforme d'investissement dans l'immobilier. Nous aborderons le sujet dans quelques minutes, mais tout de suite, développons les titres du jour. Ce jeudi, c'était le coup d'envoi des premières épreuves écrites du brevet. Les élèves de 3e ont planché sur le français et les mathématiques. Dans le département, ils sont près de 12 000 collégiens à les passer. Reportage de nos confrères de Moselle Cristal à Sarreguemines. 3 heures d'épreuve de français attendent les 97 élèves de 3e du collège Jean Jaurès de Sarreguemines ce matin, comme dans tous les collèges de France. Examen de fin de collège et surtout premier examen pour ces élèves. Et qui dit examen, dit préparation. Alors ils ont été préparés, ils ont eu effectivement un brevet blanc, et puis après ils ont eu des devoirs en commun, des devoirs type brevet qui ont été faits par, je dirais, les enseignants des matières concernées. Moi j'ai pas mal révisé quand même, j'ai surtout relu, j'ai rien appris par cœur parce que j'y arrive pas. Et ça fait quand même un bon moment que je le relis pour être sûr quand même. Moi j'ai révisé un peu pendant le week-end et surtout demain, et j'ai surtout révisé les 2 épreuves d'aujourd'hui. Ils sont plus de 855 000 à plancher cette année. Un examen qui pour certains n'est qu'une formalité, la moitié de la note finale étant issue du contrôle continu. Moi en vrai j'ai surtout hâte de savoir sur quel sujet ça va tomber. Je suis pas tellement stressée que ça parce que je sais que de toute façon je l'ai déjà. Je joue juste la remarque en fond, donc ça va. Moi aussi je suis un peu stressée mais c'est aussi pour la mention que je fais. Moi je pense que je suis un peu stressée mais je pense que je l'aurai. Et toi? Stressée mais confiante. Le marathon du brevet a donc commencé, la journée va être longue. Après le français, ce sont 2 heures de mathématiques qui les attendent dans l'après-midi. Vendredi, ce seront histoire, géo, sciences et langue vivante étrangère. L'examen comprend aussi une épreuve orale déjà effectuée. Alors demain soir, pour tous les élèves de 3e de Sarreguemines et d'ailleurs, c'est la quille. À la veille des vacances, c'est une vague que personne ne voulait voir venir. La 7e, 147 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Face à ce rebond épidémique qui pourrait gâcher l'été des Français, le gouvernement écarte pour l'heure le retour des restrictions sanitaires. Une temporisation qui n'est pas du goût de tous. Au marché de Florange, les passants sont divisés sur les mesures à adopter pour juguler cette flambée des contaminations. On les écoute au micro de Fanny Bragard. On est mal parti, avec 150 000 hier, je crois. Ça fait beaucoup. Ouais, encore une fois, ça va faire 2-3 ans maintenant. Du coup, on vit avec ça et franchement, c'est pas tip-top. Est-ce qu'on va avoir un confinement? Est-ce qu'on va avoir le masque qui revient? Ça, je peux pas dire, mais en tout cas, ouais, c'est peut-être une crainte. Ouais. Alors, je préfère plutôt me laver une dizaine de fois les mains que d'avoir le masque. Bon, maintenant, s'il faut le remettre, on le remettra. Ils devraient juste mettre les masques même pour les vacances et puis c'est bon. L'État ne prendra pas le risque de fermer quoi que ce soit pour cet été. Non, ça ne peut pas être possible. Parce qu'avec l'augmentation des prix du gasoil, d'électricité, tout ça, fermer des commerces, ça va faire un chaos. Moi, juste les masques, je crois, j'avais pour 200 € déjà. D'habitude, avant la mairie, il nous a donné gratuit et après il a arrêté. Le problème, c'est qu'on laisse trop traîner et qu'on va être dans la merde, comme on dit vulgairement. En ce moment, il fait chaud, on a la chaleur des rôtissoirs. Porter le masque en travaillant, c'est vraiment quelque chose, on l'a fait pendant 1 an et demi, 2 ans. Et je pense que là, il y en a assez et que, en tout cas, quand on est dehors,
Ça c'est sûr et certain, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Ils vont laisser les gens profiter avec les inflations et tout ce qui se passe, vous savez. Hein. Et quand ils vont revenir, au mois de septembre, quand les enfants vont reprendre l'école et tout, vous allez voir, là, on va être obligé de remettre le masque. J'ai fait le rappel pour être tranquille, hein, pour ne pas avoir de problème avec le Covid. Hein. C'est mieux. Le masque, ça protège nous et puis les gens qui sont avec nous. Porter des masques et respecter les mesures sanitaires, les distances, voilà, et se laver les mains régulièrement aussi, du coup. On en a... Voilà, on en a marre. Après 148 jours de débat, le verdict est tombé. Les 20 accusés des attentats du 13 novembre 2015 ont été condamnés par la Cour d'assises spéciale de Paris à des peines allant de 2 ans d'emprisonnement à la perpétuité. On retrouve sur place devant le palais de justice Valentin Piovesan, moins de 24 heures après la décision. C'est un soulagement pour les familles, Valentin. Un soulagement, vous l'avez dit, pour ces familles, mais aussi cette volonté à tourner la page. On a eu un long procès, ouvert toutes les portes. Les juges ont pris une décision très motivée, s'est exprimé maître Gérard Chamela, avocat de plus d'une centaine de parties civiles. Alors justement, hier soir, ces parties civiles étaient très nombreuses pour cette dernière soirée d'un procès historique. Pour Arthur Renouveau, le président de l'association des victimes Life for Paris, il espère sincèrement pouvoir conjuguer le mot victime au passé. Maurice Loss, Jean-François Dimarski, les pères de Marie et Mathias, ce couple messin farouchement tué le soir du 13 novembre 2015. Ses parents ont eux exprimé leur déception face au jugement à nos confrères du Républicain Lorrain. Je cite, malheureusement c'est conforme à ce qu'on redoutait, des peines maximales mais aussi des peines atténuées. Pourtant, dans cette affaire, il n'y a pas de petites mains qui comptent. Sada Abdeslam, le seul membre des commandos des attentats du 13 novembre 2015, encore en vie, a été condamné à la peine la plus lourde du code pénal concernant la perpétuité incompressible. Des autres peines allant de 4 ans, dont un ferme à la perpétuité, ont été prononcées contre les 19 autres accusés. Finalement, ce verdict sonne la fin d'un procès historique hors norme où plus de 400 parties civiles ont témoigné, 180 avocats et 30 avocats de la défense ont plaidé. Merci Valentin pour toutes ces précisions. Tout autre sujet désormais, depuis 5 heures aujourd'hui, une grosse partie des salariés de Schott VTF à Trois-Fontaines dans le pays de Sarrebourg sont en grève. Ils sont 170 sur 350 en tout à avoir cessé de travailler. Ils revendiquent des augmentations de salaire mais surtout un changement de l'équipe de direction. Pour rappel, cette entreprise est spécialiste du verre pour des applications industrielles. Après le secteur de l'hôtellerie-restauration ou encore celui du BTP, le manque de main-d'œuvre touche désormais les piscines et les centres aquatiques. En effet, les maîtres nageurs sauveteurs se font de plus en plus rares. Aujourd'hui, il en manquerait près de 2000 sur l'ensemble du territoire français. Un manque d'effectifs aux lourdes conséquences pour les établissements aquatiques. Exemple dans la piscine intercommunale de Val-de-Bride avec Ghislain Schumacher. Cet après-midi, Franck accueille 50 jeunes de l'école de natation pour l'ultime séance de l'année. Depuis 30 ans, Franck a toujours été épaulé par 2 collègues, mais problème, l'un d'entre eux est parti à la retraite au mois de mars. Aujourd'hui, cette piscine rurale compte 2 maîtres nageurs qui sont obligés de faire des roulements lors des journées d'ouverture classiques. L'un prend son poste le matin et l'autre le relais l'après-midi. Il faut surtout que personne tombe malade, parce que sinon on est obligé de fermer la piscine. Ou alors voir de se retrouver tout seul dans un milieu où normalement on est censé assurer la sécurité à 2 et pas tout seul. Un maître nageur doit surveiller une surface, un bassin. On a 2 bassins, donc il n'y a qu'un bassin qui est surveillé. Par conséquent, la piscine n'a pu accueillir les scolaires qu'en effectif réduit et le complexe ne peut plus ouvrir le samedi. Pour y remédier, la direction cherche activement à recruter, mais le marché de l'emploi des maîtres nageurs est au point mort. Pour cause, le prix des formations est très élevé, comptez plus de 6 000 € pour une année seulement. Mais les établissements publics comme celui-ci subissent également un manque d'attractivité par rapport aux structures privées. Le privé peut offrir d'emblée à ses personnels un contrat à durée indéterminée. Dans la fonction publique territoriale, ce n'est pas possible. Soit les gens sont titulaires, ils ont réussi le concours d'éducateur territorial, soit ils sont embauchés sur du CDD. Et à côté de ça, au niveau de la paye et du salaire, dans le privé, on peut faire une surenchère par rapport au salaire de base.
Un salaire de base qui s'élève à 1 600 € en moyenne en début de carrière dans le public. Dans cette piscine, le recrutement d'un maître nageur pour la rentrée prochaine est primordial. Pour dénicher la perle rare, les gestionnaires espèrent trouver un apprenti à former qu'ils embaucheront par la suite. Pour cela, il est nécessaire de miser sur la communication. C'est un métier qui n'est pas très connu. C'est quand même un travail qui est sympa de pouvoir donner son savoir, d'apprendre. Quand vous avez un jeune qui arrive, qui ne sait pas nager, au bout de quelques semaines ou quelques mois, sait nager, il y a une reconnaissance, il y a un travail et on voit le fruit de son travail. Au-delà de la promotion, le métier de maître nageur doit donc se renouveler pour retrouver son attractivité. Une amélioration des conditions salariales et une simplification de l'accès aux formations semblent nécessaires pour redonner l'envie aux jeunes de se lancer dans le grand bain. Comme depuis 2 ans, il n'y aura pas de feu d'artifice le 14 juillet au soir à Metz. Néanmoins, cette fois, la crise sanitaire n'est pas la fautive. À la place, rassurez-vous, une performance musicale et pyrotechnique sera proposée sur la place de la République dans le cadre du festival Hop Hop Hop. Le feu d'artifice sera bien tiré, lui, mais seulement le samedi 27 août au soir pour clôturer les fêtes de la Mirabelle. À présent, cap sur le pays du Saulnois, à l'approche des vacances scolaires, le domaine de l'Indre attire les visiteurs de Moselle et d'ailleurs. Les promeneurs du domaine peuvent découvrir les sentiers ou encore admirer les espèces de la région depuis l'Observatoire des oiseaux. Initialement, le lieu qui s'étend sur 970 hectares est dédié à la pisciculture, mais fait désormais partie des 3 sites passionnément Moselle du Saulnois et tente d'attirer davantage avec des événements comme la fête des étangs les 19 et 20 novembre prochains. On écoute le maire de Château-Salin au micro de Colline L'Expert et Arnaud Demerly. C'est important, faire de l'événementiel. Je crois que c'est ça qui attire les touristes, qui attire même des habitants du Saulnois qui ne connaissent pas forcément le site. Parce qu'on ne peut pas dire que le site soit... on ne peut pas dire que les habitants du Saulnois viennent systématiquement à l'étang de l'Indre, sauf à y pique-niquer peut-être de temps en temps. Mais regarder, voir un petit peu la biodiversité, regarder tout ce qui est valorisé sur le site, je crois que c'est important de redonner une dimension départementale, sinon une dimension dans tous les cas locale. La Moselle a une chance énorme. Nous avons déjà dans Saulnois une belle chance, une bonne chance pour garder un site aussi important, aussi dynamique. Et je crois que le département a tout intérêt à le valoriser et à encore donner des investissements qui permettront que ce site puisse garder toute sa dynamique et l'accueil de touristes, probablement du monde entier aussi. Et on passe désormais à notre rubrique culture. Bonsoir Alicia. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Pour commencer, vous nous conviez à un apéro carte blanche qui va se dérouler à Puzzle à Thionville. Apéro carte blanche qui a été donné à l'écrivain messin Pierre Théobald. Alors on se rappelle de Pierre Théobald puisqu'il avait publié un magnifique recueil de nouvelles en 2019 chez Lattès. Ça s'appelait Boys. Depuis le mois d'avril, cette année, Pierre Théobald est en résidence donc à Puzzle, à Thionville. Il a déjà proposé quelques ateliers. Et puis, en parallèle, en tout cas, il est en train de travailler également à son premier roman, pour le coup, puisque deuxième ouvrage, mais premier roman. Et donc, le 1er juillet, vous pourrez partager avec lui un apéro littéraire dans lequel il va dévoiler sa médiathèque idéale. Ça sera peut-être l'occasion aussi pour vous de composer votre médiathèque idéale pour l'été. À cette occasion, vous en saurez également plus sur son travail d'écrivain et vous pourrez faire connaissance également avec un invité surprise. Rendez-vous le 1er juillet à 18h30 à Puzzle pour faire connaissance avec Pierre. Et puis si vous ne pouvez pas être là, vous pourrez vous rendre le 13 juillet à la grande soirée de restitution de cette résidence, puisqu'outre les ateliers qu'il a donnés, je le disais, il est en train d'écrire son premier roman et il en lira un petit passage à cette occasion. Direction Valminster à présent, Alicia, où le festival de musique du même nom se poursuit. Avec le concert de l'artiste barcelonais Ferran Saval, qui n'est autre que le fils de Jordi Saval, le maître de la viole de gambe, et le fils également de la chanteuse lyrique soprano Montserrat Figuera. C'est là qu'on voit que les chiens ne font pas des chats, puisque Ferran Saval, lui aussi, il a la musique dans la peau. Il a appréhendé la guitare déjà depuis un petit moment. Il s'est mis à chanter en autodidacte. 10 ans de composition plus tard et d'improvisation, il va livrer un programme unique à Valminster, un programme composé d'instantané improvisé, avec lui à ses côtés des joueurs de guitare, de kora, de percussion. Un voyage à travers la Méditerranée qui va nous faire rêver, nous faire chaud au cœur. Je vous propose d'écouter cet extrait, lui qui a été capté en 2017.
Voilà, on va vous voyager avec Florence Saval. Ça sera donc le dimanche 3 juillet à 16h à l'église Saint-Jean-Baptiste de Valminster. Clôturons cette rubrique Alicia avec le Nest Théâtre qui, pour cette dernière représentation de la saison, va nous faire vivre une expérience inédite à Manom. Et oui, vous allez pouvoir participer à un safari intime et observer ainsi l'humain dans son habitat naturel, à savoir eh bien, sur le territoire de Manom. Cette proposition, elle est faite par la compagnie bordelaise Opéra Pagaille. Et ce qui est vraiment génial, c'est que vous allez vous donner rendez-vous sur le parking Capsien en face de l'école maternelle de Manom. Et à partir de là, vous allez déambuler dans les rues de Manom. Vous allez regarder aux fenêtres, derrière les portes, sur les toits. Et là, des scènes seront jouées avec une 60aine de comédiens, amateurs, professionnels. Les habitants des maisons seront là également. Et vous allez vivre des tranches de vie intimes qui vont raconter l'ordinaire, l'extraordinaire. On va devenir en quelque sorte un peu voyeur de notre propre vie. Et donc, je le disais, eh bien, c'est tout le village qui sera en ébullition. C'est une expérience assez magique qu'on va pouvoir vivre. C'est comme un grand théâtre, grandeur nature. Pour vivre ce safari intime, eh bien, rendez-vous à Manom à partir de vendredi, le vendredi 1er et 2 juillet à partir de 20h45. C'est donc place, je vous l'ai dit, Capsien, sur le parking Capsien en face de l'école maternelle. Merci beaucoup Alicia, on vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière boîte à malice de la saison. Quel sera le programme ? Eh bien, je vous proposerai de découvrir 2 expositions radicalement différentes. L'une se déroule au musée de la Cour d'Or, elle est consacrée à Elisabeth Neumuller. L'autre est consacrée au duo Monkey Bird. Elles sont complètement à l'opposé l'une de l'autre, très différentes, mais elles valent vraiment le détour, elles sont sublimes. Merci infiniment Alicia, on vous retrouve la semaine prochaine. Un mot de sport désormais quelques jours après l'officialisation des fins de prêt de Niakate, Mafuta et Lamkelze. Le FC Metz acte 3 nouveaux départs. Ainsi, Pape Matarsa rejoint comme prévu Tottenham. Arrivés respectivement au mercato estival et hivernal, Ibrahim Amadou et Jean-Amel Kanabik ne seront également plus grenats la saison prochaine. En sport toujours, vous le savez, en ce moment se déroule le Waves Open, le tournoi de tennis féminin à Moulins-les-Metz. Le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu hier soir. La tête de série numéro 2, Margot Hierolimov, sera opposée à Emmanuel Girard, issue des qualifications. Léolia Jean-Jean, la numéro 1, affrontera elle, Emeline Dartron, demain. On l'écoute d'ailleurs au micro de Baptiste Deveau. Des quarts de finale avec notre vainqueur de l'an passé, Margot Hierolimos, mais aussi Léolia Jean-Jean qui devait arriver aujourd'hui. Malheureusement, elle a raté son train qui a été annulé et elle arrive demain. Après, on a aussi Caro Roméo, qui est une joueuse du club qui entre directement en quart. Donc un quart assez relevé parce que 2 filles classées dans le top 15 français. Donc belle journée demain pour les quarts de finale. Retrouvons l'invité du jour. Et ce soir, je vous le disais, Laurent Mayer est à mes côtés. Je le rappelle, vous êtes le créateur de CryptoStone. C'est une plateforme d'investissement dans l'immobilier, si l'on devait résumer globalement. C'est bien cela ? C'est exactement ça. Alors CryptoStone est basé sur la blockchain et des NFT. Pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être un peu perdus, qu'est-ce que ça signifie ? Alors c'est effectivement une question complexe quand on ne connaît pas, mais on va essayer de simplifier ça. En fait, c'est globalement la blockchain, on connaît ça à travers le Bitcoin. En fait, je pense que tout le monde a entendu parler du Bitcoin. Et en fait, c'est la technologie qui propulse le Bitcoin. En fait, c'est derrière le Bitcoin, en fait, ça fonctionne avec de la blockchain. La blockchain, en fait, c'est une chaîne de blocs, en fait, qui permet extrêmement sécurisée, qui permet en fait d'horodater en fait une information. Donc, c'est redonner une date certaine. En fait, c'est quelque part comme un peu un notaire du numérique, c'est ça, hors immobilier, même si après moi j'en fais un usage en fait de l'immobilier. Donc extrêmement sécurisé, extrêmement transparent, et en fait c'est un applicatif qui tout doucement va se retrouver un petit peu dans tous les métiers, que ce soit la logistique, l'agroalimentaire, la finance bien évidemment, mais on va retrouver ça partout, et on est vraiment à la veille d'une révolution. Et donc vous l'utilisez pour l'immobilier ? Exactement. Alors effectivement, donc comme on peut l'utiliser pour un certain nombre de choses, en fait, l'idée, c'est de l'utiliser pour l'immobilier, puisque pour moi, en fait, l'immobilier, c'est une passion. Alors et quelque part, c'est mettre la blockchain au profit de ma passion. Alors aussi, et pas que
pas que pour de l'immobilier, mais aussi pour du développement durable, parce qu'en fait, c'est la blockchain consigne tout. C'est-à-dire que quelque part, demain, je rénove en fait un immeuble, là-dessus, je mets de la peinture nanotechnologique, et en fait, c'est quelque part en fait, c'est quelque chose qui s'inscrit, en fait, c'est quelque chose qui se garde, en fait, en termes d'information, en fait, ça crée de la traçabilité, et en fait, cette traçabilité, elle est immuable. Donc voilà, donc en fait, c'est effectivement de l'immobilier, du développement durable, aussi du développement sociétal, mais ça, on pourra en parler tout à l'heure, mais voilà. Alors on parle aussi de NFT, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors voilà, alors les NFT, tout ce qui est NFT, en fait, c'est des non fongibles tokens. En fait, voilà, non, mais c'est en fait c'est des jetons en fait non fongibles. C'est-à-dire que quelque part, c'est toujours, si on reprend en fait une allusion à la monnaie, puisque c'est vraiment la première application, c'est quand on prend par exemple une crypto-monnaie, en fait, on peut échanger par exemple un bitcoin contre un bitcoin ou un euro contre un euro. C'est ça, c'est à peu près la même chose. En fait, un NFT, en fait, c'est quelque chose en fait qui se divise pas comme une pièce, comme de la monnaie, et c'est quelque chose en fait qui n'est pas échangeable. Typiquement, en fait, vous avez entendu encore au moins aussi bien que moi, certainement mieux, en fait, les incidents qu'il y a eu au Stade de France, par exemple, où il y avait des problématiques de faux billets. En fait, si vous allez avoir bientôt de la technologie en fait qui va arriver pour se dire voilà, c'est un billet, ça va devenir quelque chose en fait, qui va plus pouvoir se reproduire comme ça, en fait, qui va devenir immuable. En fait, à un tel point, c'est que on a aussi entendu parler de NFT dans les œuvres d'art, c'est-à-dire souvent avec des singes, un certain nombre de choses. Et en fait, la technologie d'ailleurs est tellement sécurisée qu'il faut imaginer que des collectionneurs d'art et d'art numérique ont été capables de dépenser des dizaines de millions d'euros ou de dollars en fait dans ce type d'œuvre. Et en fait là, c'est transposer en fait ce qu'on a fait dans l'art, mais dans l'immobilier. Donc concrètement, il faut imaginer une maison avec un certain nombre de briques. En fait, c'est une brique, c'est un NFT, et en fait à plusieurs, en fait, on va acheter la maison et quelque part, en fait, donc à plusieurs, on achète la maison et en fait, chacun a ses briques. Et derrière, la brique va permettre à chacun d'avoir un rendement, voilà. Alors vous nous avez expliqué concrètement comment ça marche, mais à qui est destinée cette solution? Alors, c'est destiné en fait à pas mal de monde. En fait, c'est permettre à tout le monde, en fait de pouvoir investir dans l'immobilier. En fait, aujourd'hui, si on n'a pas un minimum d'argent, en fait, c'est pas possible d'investir dans l'immobilier. Voilà, il faut toujours un certain nombre de dizaines de milliers d'euros pour pouvoir démarrer dans l'immobilier. Là, en fait, avec CryptoStone, c'est avec 50 ou 100 euros, en fait, on va être capable de devenir copropriétaire d'un bien d'une grande qualité. Alors vous avez décidé d'implanter un bâtiment totem à Metz. Pourquoi ce choix? Alors en fait, c'est clairement Metz, au-delà du bâtiment totem, c'est derrière le bâtiment totem, c'est vraiment essayer de recréer tout un écosystème autour de la blockchain. Mais maintenant, en fait, c'est le choix de Metz, c'est quelque part, en fait, on est intimement convaincu que la proximité du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Belgique, le fait qu'on soit pas trop loin aussi de la Suisse, à 1h20 de Paris, en fait, est vraiment un emplacement idéal. Et en même temps, en fait, on a un bassin de population inimaginable. C'est-à-dire que souvent, alors moi, j'ai la chance, en fait, d'être Messin, en plus d'aimer ma ville, ma région, mais j'ai la chance d'être Messin, mais en fait c'est quelque part, quand on n'est pas Messin, en fait on ne sait pas que beaucoup de Messins et de Mosellans bien sûr, en fait partent travailler tous les matins au Luxembourg, font 1h de route, 1h30 de route le matin, 1h30 l'après-midi, donc ils passent 3 heures dans leur voiture, tout ça pour travailler en fait faire travailler à la banque, comme financier, comme comptable, comme comme informaticien, etc. Et effectivement, avec la blockchain et en étant positionné à Metz avec des gens, en fait, parce qu'aujourd'hui, l'art de vivre, en fait, c'est plus de faire 3 heures de voiture, on a envie de rester plus proche de chez soi. Et donc, avec cet art de vivre, quelque part, les gens, on est convaincus qu'ils seront heureux de trouver des jobs dans la blockchain et on est aussi convaincu que des sociétés nationales et internationales viendront se positionner à Metz. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs fleurons en fait, de la blockchain à Metz. On en a parlé tout à l'heure. Notamment Delmonicos dans exactement, les bandes de recharge électrique. Voilà, et donc vous avez aussi Just Mining et Descoin en fait, qui sont très pointus. Alors pour terminer, pour le moment, votre équipe est composée de 8 personnes. Un petit effectif pour le moment, enfin pas par la taille, puisque l'intérieur des canonniers, Gary Florimond, vous le connaissez peut-être sur Moselle TV, fait partie de votre équipe. Alors l'ambition, dans 3 ans, c'est justement d'avoir un x10 au niveau du chiffre des employés. Oui, c'est à peu près ça. C'est en fait, effectivement, c'est quelque part, si notre point de départ, en fait, c'est Metz, en fait, déjà,
déjà derrière, en fait, moi je suis dirigeant en fait déjà d'un groupe international, dans l'immobilier, et en fait aujourd'hui c'est toutes nos activités classiques en fait d'investissement, en fait on va les laisser de côté, en fait au profit de CryptoStone pour développer CryptoStone, et quelque part bien sûr on va avoir besoin d'un certain nombre de personnes, donc oui en fait on estime que d'ici 3 ans en fait nos effectifs seront de l'ordre de 50 à 100 personnes sans aucun problème. Merci infiniment, C'est moi qui vous Laurent remercie. Maillard, d'être venu sur notre plateau. Nous terminons cette séquence d'information comme chaque soir avec l'image du jour. Ce mercredi se déroulait la finale nationale du concours Les Petits Champions de la lecture. Le représentant du Grand Est était Thionvillois. Il s'appelle Camille et a 9 ans. Sur la scène de la Comédie Française, l'élève de CM1 a lu à haute voix pendant quelques minutes un extrait de C'est la Révolution de Bertrand Puard, et ce devant un jury de professionnels, de quoi être un peu intimidé. Si le dénouement ne lui a pas été favorable, il peut être fier d'avoir hissé à Paris les couleurs mosellanes. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.